Voilà, c'est parti, vous pouvez y aller. T'as enlevé le cache? Quand même, oui. Vas-y, vous pouvez y aller. Parce que ça m'arrive. Oui, oui. Alors, bienvenue à notre enfin conférence anabaptiste ménonite qui était prévue déjà depuis 2 ans. Alors, il y a une raison à ça, on a dû la reporter. Bertrand avait fait il y a 2 ans une première conférence qui s'appelait Au pays de nos ancêtres. Et à l'issue de cette conférence, donc il y a eu une discussion. Et il y avait Jackie Rémy qui était avec nous. Et Jackie, il était très intéressé par les Ménonites. Donc les questions commençaient à fuser, questions-réponses et tout. Et on en a eu pour 20 bonnes minutes. Alors au bout d'un moment, je leur ai dit, écoutez, ce serait peut-être bien que vous fassiez une conférence sur le sujet. Donc l'idée était lancée. Donc Jackie et Bertrand étaient censés nous organiser cette conférence. Et malheureusement, la maladie en a décidé autrement. Jackie est tombé malade. Alors on a espéré longtemps au moins une embellie, sinon une guérison. Et, ça ne s'est pas produit. Donc il est mort il y a tout juste 1 an. Donc on a reporté cette conférence, bien entendu. Voilà. Et donc du coup, cette conférence aujourd'hui, c'est un peu un hommage à Jackie. Voilà. D'ailleurs, je pense que Bertrand, au fil de la conférence, prendra un petit peu de ce qu'il a récolté grâce à Jackie, notamment la rencontre avec Suzanne, je crois. Voilà, donc je laisse la parole à Bertrand. Et à la fin, je vous expliquerai un petit peu le repas, comment ça se passe. Voilà. Et puis voilà, tout à l'heure, alors une bonne conférence. Et à toi, Bertrand. Voilà. Merci. Bon, c'est vrai que je dois beaucoup à Jackie parce que au départ, je parlais beaucoup d'anabaptiste, mais sans savoir forcément exactement de quoi y retourner. Et Jackie a eu la chance d'abord de rencontrer une descendante des Sommer du Sommerhof, Suzanne Sommer, qui est présente ici dans la salle, qui nous a mis en relation avec une autre personne extraordinaire qui est Michel Sommer. Et ce Michel Sommer, c'est une personne qui a fait énormément de recherches sur ses ancêtres et qui a publié énormément d'articles dans cette revue qui est Souvenance Anabaptiste. C'est une revue qui est publiée par les éditions Ménolites. Et donc, la rencontre avec ces 2 personnes nous a vraiment permis d'avancer énormément sur l'histoire de cette ferme qui était située tout là-haut au Sommerhof. C'est vrai qu'après, je ne connaissais pas tellement Jackie, mais petit à petit, avec lui, on est tout de suite copains, amis, il y a un courant qui passe. Enfin, c'était quelqu'un d'assez extraordinaire. Donc voilà, on a essayé pendant un moment de continuer un petit peu ensemble. Et puis effectivement, avec la maladie, c'était un petit peu devenu difficile de persévérer. Jackie s'intéressait, on va parler de cette partie-là en premier. Jackie s'intéressait beaucoup aux lieux, souvent plus que la religion, tout ça, elle-même. Et il me disait que c'était un lieu là-haut où il se sentait très bien. Il se sentait toujours mieux qu'ailleurs. Enfin, il adorait aller se balader là-haut. Et il avait vraiment cette curiosité de savoir ce qui s'était passé dans ce secteur. Alors je vais vous remontrer des cartes tout à l'heure, on va le resituer pour les gens qui ne connaissent pas bien l'endroit. Et donc j'ai repris un peu cette partie-là de parler des lieux, de la ferme qui existait là-haut. J'ai repris un peu ce qu'on a trouvé avec Jackie. Et bien sûr, beaucoup grâce à Michel Sommer, je le citerai plusieurs fois parce que dans ses articles, c'est un monsieur qui a été très très précis dans ses données. Si on parle un petit peu du Sommerhof, je vais m'asseoir parce que sinon j'ai un petit peu mal de vous montrer certaines choses. Cette carte-là que vous voyez là est assez ancienne puisqu'elle date du pasteur Obermann. Et on s'aperçoit que déjà à cette époque, le nom de Sommerhof
est mentionné. Alors, pour se remettre un petit peu en tête, on a la vallée de la Rotaine, où nous sommes, la vallée de la Chirgout, la vallée parallèle, et de ces deux vallées montaient des chemins vers la ville de Bar. On voit ces deux chemins qui montaient vers la ville de Bar parce que les habitants de l'époque qui étaient protestants commerçaient avec la ville de Bar qui était aussi protestante. Donc ils grimpaient sur les hauteurs pour redescendre jusqu'à Bar. Ils n'allaient pas à Schirmeck ou ailleurs, les villes catholiques, on ne se fréquentait pas. Donc ils remontaient par là-haut. Et ce qu'on va appeler le Sommerhof, c'est un espace qui se retrouve ici, donc qui est énorme. Tout cet espace-là, c'est un espace forestier où se trouvaient des fermes. Alors, moi, ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'est que je me suis aperçu que les fermes qui se trouvaient là-haut, c'était des fermes qui ont existé pendant très 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 longtemps. C'est-à-dire que déjà au XVIe siècle, le XVIe siècle, c'est une époque où ici on exploite des mines. Et bien déjà à cette époque-là, il existait des grosses fermes sur les hauteurs. Alors il y en a deux qui se trouvent, on les connaît encore bien, il y en a deux qui se trouvent sur les hauteurs de Bellefosse. On les appelait des censes seigneuriales à l'époque, et une qui se trouvait déjà là-haut. Alors à l'époque, elle n'avait pas le nom de Sommerhof, elle s'appelait la cense de la Haute-Goutte. La Haute-Goutte a certainement existé bien avant Neuvillers. C'est vraiment c'est un lieu là-haut où, dans les textes très anciens, on ne parle même pas de Haute-Goutte, on parle de Ober-Roto, donc du haut de Roto. C'est comme un quartier de Roto qui avait été établi tout là-haut. Et en fait, ces seigneurs avaient besoin de fermes là-haut. Pourquoi? Parce que quand on exploite le fer, il faut faire du feu, il y a des hauts fourneaux. Et donc ici, pour avoir du charbon, il faut faire du charbon de bois. Donc en fait, il y avait une énorme exploitation à cette époque-là, au XVIe siècle, qui faisait dans ces espaces forestiers là-haut. Cette ferme, on ne sait pas trop, vers 1633, ici, il y a la guerre de 30 ans qui vient massacrer les gens. On a à peu près, à l'issue de la guerre de 30 ans, on peut se dire qu'ici, il y a à peu près les 3/4 de la population qui disparaît. Voire plus, c'est énorme. Hein. Donc, après, c'est un moment un petit peu de vide, où les seigneurs locaux vont avoir besoin de main-d'œuvre. Et c'est à ce moment-là que petit à petit, des personnes vont arriver de Suisse pour s'installer dans ces secteurs, pour repeupler les villages, pour repeupler les fermes, pour redonner un peu de vie à ces endroits, quoi. Alors on reverra ça un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais en fait, donc, cette ferme a existé depuis très très longtemps, et bien avant même que les Sommers s'installent, disons dans les années 1700 à peu près, on a déjà des noms de famille bien connus ici au Bois de la Roche qui sont passés par là. Alors un des personnages, c'est Jean Chepler, donc l'ancêtre de tous les Chepler du Bois de la Roche. On trouve aussi des commères, les ancêtres des commères du Bois de la Roche, qui sont donc passés par cette ferme. On les suppose anabaptistes. Alors, on reviendra sur ce terme d'anabaptiste tout à l'heure pour bien expliquer ce que c'est que des anabaptistes. C'est vrai qu'à cette époque-là, dans les années 1700, il y a beaucoup de gens qui viennent de Suisse. Parmi eux, surtout dans les censes, dans les fermes isolées, c'est souvent des anabaptistes qui viennent s'installer. Mais on n'est pas toujours sûr à 100% à cette époque. Et voilà, j'ai cité les Chepler, j'ai cité Commères. Ça, si on était du côté de Bellefosse, on citerait la famille Neuvillers, qui est aussi une grande famille qui s'est installée après dans le Bois de la Roche. Et toutes ces personnes-là, après, se sont, on va dire, intégrées dans la communauté protestante du Bois de la Roche. Hein. Et voilà, donc
si je passe un peu à la suite, là on est un peu encore, on peut encore s'imaginer un peu ce qu'était l'époque du XVIIIe siècle, ou l'époque peut-être encore au début du XIXe. Je ne sais pas si vous reconnaissez le lieu, c'est la Rotelare. Et en fait, on s'aperçoit qu'à ces endroits-là, donc tout là-haut, pratiquement là où les deux chemins des deux vallées se rejoignent pour descendre sur Bar, eh bien, on s'aperçoit que c'est loin d'être vide. Alors à l'époque, ce n'est pas les Strasbourgeois qui venaient là. Hein, maintenant, on a souvent... c'est vrai qu'en hiver, on a souvent beaucoup de Strasbourgeois qui viennent là, ou quand il fait très beau en été. Bon, à l'époque, on voit que c'était un lieu de grande circulation, parce que les gens passaient par ces endroits pour, je répète, redescendre sur Bar, commercer avec la ville de Bar. Une gravure ancienne de l'époque. Alors bon, là j'ai repris une carte un petit peu plus récente, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, si on prend ce genre de carte pour aller randonner, on voit encore écrit un tout petit haut Sommerhof, avec écrit un tout petit ruine, et quand on se retrouve là-haut, donc si on se repère ici, là où vous voyez le parking, on se retrouve donc à la Côte 1000, et depuis la Côte 1000, on peut rejoindre pardon, je me suis trompé, c'est ici, pardon. Là, on est au parking de la Côte 1000, là où se rejoignent la route du Sprouthof et la route venant de la Rotelare. Et un peu en contrebas, donc, se retrouvent des ruines. À l'heure actuelle, si vous y allez, je vais vous montrer quelques photos d'ici quelques instants, si vous y allez, vous ne trouverez plus grand-chose, sauf si on vous l'explique bien, comme Suzanne, qui fait des sentiers plaisir en été. Alors, si vous avez envie de vous balader là-haut, regardez, allez voir là-haut. Quand on y va, on ne trouve plus énormément de choses. Et par contre, effectivement, c'est un endroit où se trouvait une ferme, une très grande ferme. Ici, vous avez l'ancien cadastre de Neuvillers-la-Roche. Et vous voyez que, d'après le cadastre, le Haut-Sommerhof, ici, au Haut-Sommerhof, il y avait deux bâtiments très, très importants. Il se trouve aussi un autre endroit, le Bas-Sommerhof, ici où on trouve un bâtiment, et le Petit Sommerhof. Cet endroit a quasiment disparu, c'est difficile de le repérer à l'heure actuelle, où existait aussi certainement un bâtiment. Ça c'est une carte d'état-major qui a été en vigueur jusqu'en 1860, donc une très ancienne carte d'état-major. On retrouve toujours la même chose. Ici, le Haut-Sommerhof, avec des bâtiments et des prairies, un espace de prairies énorme, et plus bas, le Bas-Sommerhof. Alors ces fermes-là, quand on s'y rend, j'y suis allé le 13 octobre pour faire quelques photos. C'est des endroits assez merveilleux, hein, le plus des beaux ce jour-là. Là, je suis à quelques centaines de mètres au-dessus de la ferme, et on voit en contrebas la vallée de la Rotaine. Bon, j'ai pris quelques photos un petit peu plus rapprochées où on devine le village de Neuvillers. Alors, Michel Sommer, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a eu la bonne idée de se rendre sur place et de prendre des mesures. Et il a élaboré le plan que je vous montre ici. Alors, je vais vous montrer quelques photos qui vous permettra de vous situer. Vous voyez que cette ferme, apparemment, il n'en reste plus grand-chose. Hein. C'est plus grand-chose. Donc, quand on arrive sur place, on arrive sur une cabane. Une cabane est facile à repérer. Et à côté de la cabane se trouve une pierre assez facile aussi à repérer, puisqu'elle est quasiment pyramidale, triangulaire, on va dire.
voyez ces grandes pierres. Et en fait, à partir de cet espace-là, les gens ne le savent pas en y arrivant, on va trouver quelque chose d'assez extraordinaire parce que là se trouvait le cimetière. Alors, les anabaptistes ou ménonites, j'expliquerai les deux termes tout à l'heure, à l'époque, ils n'enterraient pas leurs morts dans des cimetières des villages. Ils n'étaient pas acceptés ni par les catholiques ni par les protestants. Donc, en fait, souvent, leur cimetière était à côté des fermes. Et il y avait un espace. Donc là où il paraît que cet espace de cimetière était un endroit qui servait aussi de jardin et de cimetière, donc un espace jardin, un espace cimetière. Et cet endroit là-haut, paraît-il, il y poussait peu de choses. C'est assez étonnant. Maintenant, on y voit quand même quelques sapins. Mais en fait, si on continue à circuler, à l'arrière des sapins, on voit encore apparaître des murs qui encerclaient cet espace. Donc l'espace était entièrement encerclé par un mur, et à l'arrière, on voit que c'est encore un espace qui est relativement vide. Bon, il y a quelques photos du secteur. Et donc cet espace-là dont je vous parle, c'est à côté du chalet, et il est assez grand. Et donc ici on y trouve encore quelques sapins, mais ici dans cet espace-là c'est quasiment vide. Alors, on n'y trouve plus rien, c'est très difficile de deviner s'il y a encore une tombe ou pas, parce qu'avec le temps qui est passé, on n'a plus rien. On a des cimetières ménonites dans la vallée de la Bruche, ou près de la vallée de la Bruche, donc du côté de Salm par exemple, où on trouve encore des espaces où on trouve le cimetière, où il y a des tombes, où il y a même des monuments funéraires, alors que là, il n'y a rien. Très souvent, les anciens anabaptistes ne mettaient rien. On enterrait le mort, puis il n'y avait aucun signe au-dessus, quoi. Pas de pierre tombale, il n'y avait rien de particulier. Alors, pour rester un petit peu autour de cette ferme, on va continuer maintenant, donc on va se diriger vers les ruines de cette ferme. La première chose qu'on trouve, c'est un espace creux ici, un grand espace creux. Je l'ai dans la photo suivante, une photo que j'avais faite il y a quelques années, où on le voit mieux. Un espace assez grand qui en fait correspondait à la fumière, c'est-à-dire l'endroit où on déversait le fumier. Donc de cet espace-là, entre cet espace-là et un espace et un peu plus loin, un angle, il reste un mur d'angle. Et entre cet espace-là et ce mur d'angle se trouvaient très certainement les étables. Alors celles-là, elles ont quasiment complètement disparu. Pourquoi? Certainement qu'elles étaient faites en bois. Il y avait très peu de pierres. Donc ces espaces-là ont quasiment disparu. Donc, si je reprends, c'est ce que je vous ai montré, c'est cet espace-là. Donc on est entre 120 et... Donc là, il y a des mesures qui ont été prises qui nous donnent un petit peu l'idée de ce que pouvait être cette ferme. Quand on continue, voilà, tout cet espace-là, il se trouvait une étable. Alors, quand on voit un espace aussi grand, on peut déjà donner quelques faits, parce qu'on a peu d'écrits, mais on a quelques écrits. Et en fait, on se rend compte que dans ce secteur-là, par exemple, il y a des promeneurs qui étaient perdus dans ce secteur et qui ont trouvé refuge chez les Sommers du Sommerhof, donc au XIXe siècle là-haut. Et quand ils sont arrivés, on les a accueillis, ils étaient mouillés, on leur a prêté des habits, on leur a donné à manger, enfin bon, c'était des gens relativement accueillants. Et ils parlent à ce moment-là des animaux qui étaient dans le secteur et qui sont venus se réfugier aussi dans l'étable, et ils parlent d'une quarantaine de vaches. Alors, vaches, genisses, etc., quoi. Donc vous imaginez là-haut ce que ça peut représenter.
Alors qu'ici, dans nos villages, un fermier, un habitant du village avait une vache quand il était un peu riche. Hein. Là-haut, on élève, alors sur l'ensemble du Sommerhof, parce que là, il y avait 2 fermes, donc là, je vous parle surtout du haut Sommerhof, parce que c'est la ferme principale, mais il y en avait une deuxième plus bas, au bas Sommerhof. Sur l'ensemble, à un moment donné, on arrive à 90 bêtes. Donc, vous imaginez ce que c'était comme exploitation au 19e, enfin, fin 18e siècle, début du 19e siècle, là-haut. Ces étapes sont assez proches. On a aussi, parce que c'est une des caractéristiques de ces anabaptistes, c'est que c'était des gens qui ont été des promoteurs de l'agriculture, on pourrait dire, à leur époque. Et entre autres, les étables étaient souvent faites de planches de bois sur lesquelles marchaient les vaches, et avec des endroits pour faire passer de l'eau. Donc un peu plus haut que la ferme, on retrouvait des sources avec des canalisations, on faisait passer l'eau dans les étables afin de toujours les nettoyer, qu'elles restent propres. Hein, c'est des endroits qui sont toujours... c'est des gens qui prennent un grand soin de leurs animaux. On en reparlera encore tout à l'heure parce qu'il y a un événement entre autres qui lie les habitants du Sommerhof et les habitants de Villers à la Révolution. Mais c'est vrai que c'est des gens qui portent beaucoup d'attention à leurs animaux, aux soins qu'ils leur donnent. Alors, il y a aussi un botaniste, par exemple, qui s'est promené dans ce secteur là-haut et qui s'est beaucoup intéressé aux plantes qui étaient dans le jardin. Parce que c'est aussi des gens qui utilisaient énormément les plantes pour les soins. Alors bon, c'est vrai qu'en Suisse, c'est peut-être aussi une habitude, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils avaient ramené ça de Suisse. Au niveau des prairies, tout à l'heure, vous avez remarqué, les espaces de prairies sont énormes. Alors, donc les tout premiers habitants qui sont revenus s'installer après la guerre de 30 ans n'ont certainement pas retrouvé une ferme en très bon état. Alors, est-ce qu'elle était complètement détruite? C'est un peu difficile à dire. Par contre, parce qu'on sait, à l'issue de la guerre de 30 ans, si vous voulez, il y a les anciens habitants du bord de la Roche qui ont survécu. Il y a 2 endroits. Bizarrement, il y a 2 endroits. Alors, il y a le village de Bellefosse. J'ai l'impression que jamais aucun soldat n'est arrivé au village de Bellefosse. On ne sait pas pourquoi. Donc, les familles les très anciennes familles étaient originaires de Bellefosse. Le deuxième endroit, c'est la Haute-Goutte. Les autres villages ont été plus ou moins détruits. Il y a eu pas mal de dégâts. Mais dans ces 2 secteurs-là, bizarrement, les anciens habitants ont survécu, puis ont donné des personnes, des personnes jusqu'à l'heure actuelle. On a réussi à les retracer. Donc ces habitants, donc est-ce que la Haute-Goutte, maintenant située tout là-haut avec les troupes qui venaient d'Alsace, qui passaient par là-haut pour redescendre sur les villages, la ferme ne devait plus être en très bon état, au moins abandonnée depuis un certain temps. Donc le Jean Chepler, les commères qui sont arrivés là-haut, on ne sait pas trop ce qu'ils ont pu trouver comme ferme. Certainement que petit à petit, ils ont commencé à la reconstruire. Le premier sommaire qui est venu s'installer là-haut, Jean Sommer, c'est en 1736, 26 ou 38, 36, parfois j'ai des petits doutes, en 1736, donc ce Jean Sommer qui est venu s'installer là-haut, certainement qu'il n'a pas trouvé une ferme en très très bon état. On a une date en 1780, en 1780 c'est ses 3 fils qui prennent la suite. Et là, en 1780, il y a plein de bâtiments. Il y a plusieurs maisons, il y a plein de bâtiments, on va dire de bâtiments agricoles, des granges, des étables, etc. Donc ça veut dire qu'il y a eu un effort énorme d'accompli
entre 1736 et 1780 pour en refaire une belle ferme. Et effectivement, quand on arrive à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, quand on voit les espaces, donc je pense qu'il y a des espaces qui ont été défrichés, et ces gens étaient aussi très spécialisés dans... souvent ils se retrouvaient, parce qu'on en reparlera tout à l'heure, mais c'est des gens qui souvent fuyaient, qui n'étaient pas très bien vus, et qui avaient donc se retrouvaient souvent sur des fermes isolées dont on ne voulait pas, ou qui avaient été abandonnées, voilà. Et en fait, ils en refaisaient des fermes qui étaient excellentes. Alors pour faire ça, il fallait défricher, il fallait avoir des compétences énormes, quoi. Alors, on pense très certainement que c'était devenu, on va dire, une laiterie. Alors on le sait parce que, je vous relirai un texte tout à l'heure, ils fabriquaient énormément de fromage. Donc automatiquement, ils fabriquaient aussi du lait. Et c'était leurs activités, certainement une de leurs grosses activités. Mais bon, au départ, quand Jean Sommer est venu s'installer là-haut, en fait, il a eu comme contrat aussi un contrat de voiturier. Alors pourquoi? Ça peut paraître étrange, mais à partir de 1725, à Roto, on réinstalle l'industrie. C'est-à-dire qu'on va refabriquer du fer, et ce fer va servir à un endroit qui vient d'être constitué pratiquement neuf, c'est la ville de Klingenthal. Alors à Klingenthal, il n'y avait rien, et on va y mettre une armurerie. Alors pourquoi? Parce qu'à l'époque, on est à l'époque de Louis XV. À l'époque de Louis XV, les Français, ils n'avaient pas d'endroit où on fabriquait des armes. Ils allaient chercher leurs armes à Solingen en Allemagne. Donc du coup, Louis XV a voulu qu'on installe des armureries sur le sol français pour ses armées. Et entre autres, on a monté de toutes pièces ce qui est maintenant le village de Klingenthal. Et donc le fer de Roto, entre autres, servait à alimenter Klingenthal. Et pour aller à Klingenthal, voilà, on passait pas par la vallée de la Bruche, on montait là-haut et on redescendait de l'autre côté. Et ce Jean Sommer, qui était au départ associé avec un Christian Guilaine, il avait aussi comme charge de transporter le bois, de transporter le fer, et petit à petit, il s'est aussi installé sa ferme là-haut. Voilà. Donc si je continue un petit peu sur les photos, vous voyez que si vous arrivez là-haut, vous verrez beaucoup de ruines. Il y a des tas de cailloux. C'est vrai que si, je le redis, si vous avez l'occasion d'y aller accompagner là-haut, c'est intéressant parce que vous pouvez un peu mieux vous repérer. Quand vous promeniez comme ça, il y a quelques restes de ferme. Alors, à un endroit donné, il reste la voûte de la cave, mais il faut vraiment aussi le savoir. C'est pas évident. Il y a quelques années, elle était un peu plus visible, et puis au fur et à mesure, ça disparaît progressivement. Donc si on regarde ce que je vous ai montré, c'est toute cette partie qui est là. Donc ici la fumière, et ici se trouvaient certainement les étables, et là une énorme ferme qui était la Sens seigneuriale. Si on continue, je retourne dans l'autre sens pour retourner vers la cabane. Il y a aussi un espace, pardon, je suis allé un peu vite, il y a eu un espace un peu plat ici, où se trouvait aussi un autre bâtiment. On n'a pas grand-chose de ce bâtiment, donc ce que Michel Sommer a imaginé à partir des mesures qui sont ici en haut, donc à partir de ces mesures, Michel Sommer a réussi à imaginer ce que pouvaient être les bâtiments qui se trouvaient là-haut. Donc la fumière, les tables, un certain nombre de bâtiments en dur qui représentaient l'ancienne Sens seigneuriale, et ici un bâtiment. Jusque-là,
c'est pas évident de s'imaginer quels étaient les bâtiments posés là-dessus. On a un plan, c'est tout. Alors, il y a un dessin qui a longtemps existé. C'était un monsieur Nussbaumer qui avait imaginé ce que pouvait être la ferme. Alors cette ferme, probablement c'est un faux. Hein, enfin un faux. Monsieur Nussbaumer a certainement imaginé à partir de, je ne sais pas, peut-être de bâtiments existants sur Salm ou ailleurs, mais on n'imagine pas trop ça au bord de la route. Alors elle est déjà relativement mal orientée. Puisque là, ce bâtiment-là devrait être de l'autre côté. Et puis une maison aussi bourgeoise, si on peut dire, c'est peu probable. Ça ressemblait plus à une ferme, ça c'est pas assez ferme. Alors Michel Sommer a imaginé ceci, dans un premier temps. Bon, alors après, évidemment, c'est très difficile de dire la hauteur, les portes, enfin tout ça, c'est un peu... Mais dans un premier temps, il a imaginé une grande ferme qui se trouve là, avec ses bâtiments, avec les granges et les étables ici, et une autre espèce de grande grange ou quelque chose comme ça dans le secteur. Mais on savait qu'il y avait une deuxième maison, alors ça nous embêtait un peu. Et c'est là qu'est intervenu Jackie, d'ailleurs, parce que Jackie a mis la main sur d'anciennes, alors je crois que c'est des gravures c'est des gravures, hein, je crois, d'un peintre qui s'appelait Carte. Et on se retrouve ici en septembre 1945, depuis le rocher de Ratsamhausen qui surplombe un peu cet espace. Alors bon, évidemment, ça pose aussi beaucoup de problèmes, cette illustration. Parce que bon, à l'époque, on ne prenait pas son appareil photo pour rentrer chez soi et puis peindre sur photo. Donc je pense qu'à la limite, il a un petit peu fait quelques traits sur une feuille, il est rentré chez lui, c'était ses souvenirs. Alors ici, par exemple, les fermes ne sont pas placées correctement par rapport au plan. Puis si on regarde le Grand Donon, il est quand même plus plat que ça. Hein. Donc c'est pas très évident. Mais ça donnait une idée quand même qu'il y avait ici deux bâtiments. Alors ici j'en ai une autre, la même personne qui est un peu qu'on voit mieux. Alors bon, le rocher de Ratsamhausen au premier plan avec des chasseurs, voilà. À côté peut-être un peu romantique, voilà. Et on voit très nettement quand même qu'il y a une très grande ferme avec une maison plus petite à côté. Et on est resté, alors pour l'instant, on en est resté là, en cherchant peut-être qu'on trouvera encore d'autres indications sur ce qui était exactement là-haut. Pour l'instant, on sait qu'il y avait certainement une très grande ferme et une maison d'habitation à côté. Alors, ce n'était pas une simple grange, certainement une maison d'habitation. Alors, ce qui nous fait aussi pencher là-dessus, par exemple, en 1780. En 1780, il y a eu un recensement qui a été fait sur ce secteur. À l'époque, on trouve 29 personnes au Sommerhof, alors sur l'ensemble des bâtiments. Donc on trouve, si je regarde, donc chez les fils Sommer, il y a un couple avec 5 enfants, Jean Sommer et Marie Ruby, plus 2 domestiques. Il y a un autre couple, Jacob Sommer et Barbe Guéric, avec 9 enfants. Ulrich Sommer et sa femme Marie Salzmann avec 7 enfants. Donc tout ce monde-là habite là-haut. Bon, répartis certainement sur plusieurs maisons. On sait aussi qu'autrefois on mettait beaucoup d'enfants dans une même pièce. Enfin, on n'avait pas le même espace qu'on a maintenant. Hein. Mais effectivement, ça veut quand même dire qu'il fallait les loger, ces gens-là. Et deuxième réflexion, donc il y avait 29 personnes, et en même temps il avait un frère qui habitait la ferme du Struthof, avec 8 personnes, donc moins de monde là-haut. Hein. Mais deuxième réflexion aussi que j'ai eue, on en reparlera certainement, dans le monde anabaptiste, c'est des gens qui occupaient des fermes à différents endroits.
et ils n'avaient pas de lieu de culte. Ils ne bâtissaient pas un temple, une église, etc. Donc régulièrement, ils se retrouvaient dans une ferme. Ça veut dire que tous les gens des fermes environnantes arrivaient dans une ferme pour une cérémonie religieuse. Cérémonies religieuses qui pouvaient durer 2 heures, 3 heures, enfin bon, elles étaient longues. Hein. Et ces gens-là, en plus, donc une fois quand ils se déplaçaient pour ça, ils ne repartaient pas après. Ils restaient dormir, enfin on mangeait, on restait dormir, on repartait le lendemain. Donc ça signifie donc qu'il fallait les loger, ces gens-là. Et là-haut, il y a certainement eu aussi des réunions de ce genre. Donc, et on imagine mal ces personnes. Alors, comme je dis toujours, je ne les vois pas comme des 68 arts. On se met les uns sur les autres, un à côté de l'autre. Vu leur religion, etc., il faut quand même des pièces pour séparer les femmes des hommes. Enfin voilà, il faut que les gens soient installés confortablement. Donc, à mon avis, ces maisons étaient quand même assez grandes. Alors, certainement, comme dans toute ferme ou maison alsacienne, il y avait une grande pièce. On peut dire le poêle. Ici, on dit le poêle, on dit la stube en bas sur la plaine d'Alsace. Ici, on dit le poêle. Hein, et certainement que c'était la pièce de réunion. Et comme c'était des laiteries, ça on le sait aussi par des textes, très certainement aussi il y avait des endroits où on fabriquait le fromage, à ces endroits-là, puisqu'il y avait la cheminée, il y avait de quoi de faire du feu, etc. Mais tout autour, il faut quand même des pièces d'habitation. Donc, dernière petite réflexion par rapport à cette ferme. Si on va regarder juste à côté, parce qu'on est à 2 pas du champ du feu. Et juste à côté, à 2 pas du champ du feu, il y avait une ferme. Là où se trouve à peu près, je pense, le chalet du département à l'heure actuelle, au niveau du champ du feu, se trouvait une ferme, ce qui est devenu qu'on connaît sous le nom de ferme Morel. Hein. Alors là, elle a été représentée, on ne la voit pas très bien, elle a été représentée en 1862. On a un peu du mal à l'imaginer, mais on voit quand même une grosse maison, assez clair. Et j'ai trouvé des photos de la ferme Morel dans les années 20, donc entre les 2 guerres mondiales. C'est curieux, mais on retrouve quand même un plan qui ressemble beaucoup au plan de la ferme du Sommerhof. Un bâtiment d'un côté et un bâtiment assez long qui sert de grenier, d'étable, etc. Alors la ferme, vue comme ça, la partie habitation n'est pas énorme. Si on la regarde dans l'autre sens, on s'aperçoit qu'elle était très large. Alors bon, je pense que dans les années 20, on commence aussi à avoir des skieurs qui commencent à passer par là, etc. Il faut des logements. Je vois que là, tout a été aménagé jusque dans les greniers, tout en haut. Je ne pense pas qu'au Sommerhof, il y ait eu une ferme aussi grande que ça. Mais voilà, ça peut aussi donner une idée de ce que pouvait être une ferme de l'époque. Hein. Alors, effectivement, on est arrivé à peu près là, on est toujours en questionnement, mais on n'a pas de document. On n'a retrouvé aucun document, je ne sais pas, une photo, une gravure précise. Enfin, c'est les seules choses qu'on a trouvées sur ce que pouvait être cette ferme à l'époque, et qui a certainement aussi évolué. Alors, on en reparlera à la fin. C'est pas une ferme qui a disparu très vite. Elle a disparu dans un drame. Donc on l'évoquera à la fin. Donc elle a existé jusqu'à la fin du 19e siècle. Et il est possible aussi qu'entre la ferme qu'a trouvée Jean Sommer ou ses enfants au départ, et puis la ferme qui existait au 19e siècle, avec des aménagements, etc., il y a eu des évolutions dans les bâtiments. Ça me paraît un peu logique, quoi. Alors, souvent quand on discute avec les gens, j'ai utilisé plusieurs fois le terme d'anabaptiste, de mélonite, et je me rends compte, alors déjà